Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, on va démarrer ce webinaire dédié à la question des outils numériques au service des enseignements artistiques. Donc, petit temps d'accueil. Je vais peut-être laisser la parole à Magali Limous, chargée des enseignements et des pratiques artistiques en amateur au département du Pas-de-Calais. Ensuite, je vous dévoilerai le déroulé de la matinée. Magali, si tu veux dire quelques mots, c'est à toi. Oui, merci Cédric, bonjour. Tout le monde m'entend bien normalement, c'est tout bon. J'ai un peu perdu ma voix, il se peut qu'elle est là. Il se peut qu'elle disparaisse à un moment ou à un autre, je vous prie de m'en excuser par avance. Donc Magali Limous, en charge du schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques en amateur pour le département du Pas-de-Calais. On a engagé la démarche là, le webinaire, toute la démarche que je vais vous présenter est engagée au titre du schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques. J'ai aussi la casquette conseillère aux arts du mouvement qui permet de nourrir aussi la réflexion autour des enseignements artistiques. En très bref, le département du Pas-de-Calais, on est pour le moment à son 6e schéma départemental, puisque le département s'est engagé dès 2006 loi 2004. 2006, on était parti là-dessus, sur un schéma triennal qui proposait le développement des enseignements artistiques dans les prérogatives qui étaient celles des départements d'alors. Aujourd'hui, la réflexion du département, je ne rentrerai pas sur le détail de ce qu'on a développé, des modalités qu'on a pu utiliser, des leviers qu'on a utilisés. Le fait est que le dernier schéma a pris fin en 2021. Le département, la direction des affaires culturelles a décidé de prendre ce temps pour engager une dynamique de concertation et un travail participatif sur l'ensemble du territoire départemental. Je le rappelle, département du Pas-de-Calais, 1,5 million à peu près d'habitants. Donc, c'est un territoire très étendu avec on va dire des bassins de vie très hétérogènes. On a des zones très rurales. Je salue d'ailleurs les collègues qui travaillent dans ces zones-ci, notamment Eric qui est par ici que j'ai vu. Des zones plus urbaines, plus densément peuplées. Mais le fait est que la démarche de recherche-action souhaite vraiment être la plus concertative, dans la concertation le plus possible et participative le plus possible. Pour ça, on a fait appel à la Fédération à Vivant et Départements, à laquelle le département a décidé d'adhérer, et plus précisément au LUCA. La démarche, et ça Cédric reviendra là-dessus, nous, les enjeux pour le département là aujourd'hui, c'est de s'engager sur une démarche de concertation à la fois les directeurs des établissements d'enseignement artistique, bien évidemment, qui sont nos partenaires. On en accompagne un peu plus de 70 à ce jour. Il y en a d'autres aussi qu'on accompagne sur d'autres démarches, qu'on aide au fonctionnement, on accompagne au projet, on accompagne aussi à la formation en lien avec le pôle supérieur de Lille, l'école supérieure de musique et danse. Et j'ai vu aussi Valérie Gerbal qui est par là, qui pourra peut-être en toucher un mot en fin de webinaire, que je salue au passage aussi. Et aussi donc avec ces établissements spécialisés, mais également avec des partenaires qui sont hors du champ culturel, donc avec des structures qui sont dans le champ du social, du médical, du socioculturel. Sauf que ça demande un savoir-faire en termes d'intelligence collective à laquelle on commence de plus en plus dans les collectivités à se confronter, mais pour lesquelles on n'est pas toujours outillé. Donc, appel au LUCA, appel à la Fédération à Vivant et Départements pour engager des concertations sous la forme d'ateliers. Et puis, Cédric, je te laisserai rebondir là-dessus. Mais pour aboutir à la rédaction d'un schéma et à des propositions, des propositions qui seront faites à notre exécutif pour la fin d'année. Donc, c'est une période où c'est très dense. C'est une démarche qui est intense, qui aura lieu là jusqu'en juillet-septembre, et qui devrait donner lieu, je l'espère, à des dispositifs qui seront pensés collectivement avec les acteurs du territoire. D'autres interrogations se posent et je pense que ce serait intéressant de les aborder en fin de session, mais il y a déjà des problématiques et des questionnements qui émanent des territoires suite à des immersions qui ont été proposées. Mais ça, je pense que tu feras peut-être le point là-dessus, Cédric. Oui, je vais revenir là-dessus juste après Magali, très rapidement, effectivement.
Voilà, je pense que je ne vais pas prendre plus de temps pour définir la démarche départementale. Ce qui sera proposé, c'est d'évoluer vers un schéma qui serait plus sur 3 ans, parce que jusque-là, on était dans des fonctionnements autour de 3 années. C'est de s'inscrire dans la durée du mandat départemental. Et puis, en revanche, de maintenir certains axes, parce qu'on a forcément en tête un squelette, une structure de schéma départemental de développement des enseignements artistiques et des pratiques artistiques en amateur. C'est un peu notre particularité aussi. On a bien évidemment des éléments en tête sur la question des présences artistiques dans les territoires en lien avec les établissements d'enseignement artistique, sur la formation qui a fait partie des points, c'était un point central des schémas jusque-là, et qui va être maintenu et qui va être proposé en lien avec le CNFPT sur des catalogues de formation, en lien avec le pôle supérieur, l'école supérieure de musique et danse, qui nous accompagne aussi là-dessus. Donc formation, présence artistique en territoire, et surtout le travail en mode projet et de concertation et de coopération entre des établissements d'enseignement artistique, mais aussi une ouverture à des usagers qui jusque-là ne fréquentaient pas forcément les établissements d'enseignement artistique. On n'a pas de réponse. En revanche, on s'est engagé dans cette démarche pour essayer de trouver des solutions qui seraient communes et qui seraient davantage, justement, comme je le disais, concertées, et une démarche plus participative. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est vrai que je te laisse prendre la suite pour présenter peut-être davantage la dynamique. Ouais, je prends la suite avant de laisser la parole du coup à Marilyn Bayon, notre invitée du jour. Donc, moi, je suis Cédric Hardy, certains d'entre vous me connaissent, je suis délégué général de la Fédération Art Vivant et Département. Très rapidement, qu'est-ce que c'est cette fédération? C'est une organisation nationale. On a fêté du coup ses 40 ans en 2019, et du coup, qui fédère à la fois historiquement des agences culturelles départementales et de plus en plus de conseils départementaux. Par exemple, le département du Pas-de-Calais, effectivement, est l'un des derniers adhérents à avoir rejoint la fédération. Des adhérents dont le sujet central est la question des politiques culturelles au sens large, tel que le nom de la fédération actuelle ne le dit pas, ou ne le dit plus d'ailleurs, et du coup à l'échelle de l'espace géographique départemental. Donc, la Fédé, elle a fondé avec 2 autres entités, le LUCAS, le Laboratoire d'usage culture art société. On l'a fondé avec le Bureau des possibles, qui est un spécialiste, une structure spécialisée de l'intelligence collective, on va dire, basée à Lyon, et Villes Innovation, qui est un cabinet d'études, lui, basé à Marseille, principalement incarné par Raphaël Besson. Le LUCAS, il a livré un rapport en 2021 qui s'appelle « De la coopération culturelle à la culture de la coopération ». À l'origine, en fait, le ministère de la Culture, qui est notre partenaire principal, nous avait demandé d'aller regarder ce qui bougeait entre les intercos et les départements suite à la loi NOTRe en matière d'organisation des politiques culturelles. Donc, on a livré ce rapport, et depuis, on accompagne des collectivités territoriales, principalement nos adhérents, dans la co-construction de politiques culturelles avec les acteurs et les habitants du territoire, enfin des territoires. Dans le Pas-de-Calais, du coup, effectivement, comme Magali vient de l'expliquer, on a lancé une démarche de co-construction de ce futur schéma départemental. C'est une démarche qui va se déployer sur toute l'année 2022 pour expérimenter notre façon d'envisager cette politique culturelle qui est effectivement stratégique pour le département, puisqu'on est sur l'une des rares compétences dites obligatoires, enfin c'est selon, semi-obligatoires, diront certains, en matière de culture dans les départements. L'idée, ça va vraiment être d'aller à la rencontre des habitants et des acteurs des 2 territoires concernés, parce qu'on est sur 2 bassins de vie concernés dans le Pas-de-Calais, et aller à la rencontre des acteurs, pas que culturels. C'est là, je pense qu'il faut qu'on travaille davantage sur le transsectoriel notamment, et dans l'objectif de co-construire finalement la vision stratégique et les actions opérationnelles que le département du Pas-de-Calais voudra rassembler dans ce futur schéma départemental. Alors, le LUCA, lui, il est là pour proposer un accompagnement méthodologique. On parle de formation-action. J'ai pour habitude de dire que le LUCA ne fait pas à la place d'eux. On n'est pas un cabinet d'études, on fait avec. On est dans une relation un peu de conduite accompagnée pour l'image, si vous voyez ce que je veux dire. Et on est là pour, du coup, outiller, former, accompagner des agents de collectivité et des acteurs clés des territoires à, du coup, la co-élaboration de démarches de diagnostic au contact des habitants et des acteurs, mais aussi à la mise en place de temps de co-construction. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est soutenu dans le cadre de l'UCA par le ministère de la Culture et l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour finalement documenter, analyser, observer, avec l'appui d'universitaires qu'on fait venir exprès sur les terrains et faire en sorte de donner de l'écho, de l'ampleur aux accompagnements qu'on produit finalement. Et l'idée, c'est que ce qu'on va faire
dans le Pas-de-Calais puisse aussi servir, aussi inspirer, alimenter d'autres territoires, d'autres départements, qu'ils adhèrent ou non à la fédération. Donc là, on est dans une démarche qui se déploie entre janvier et septembre 2022. On est en plein dans la phase 2 actuellement, qui est la phase dite de diagnostic. Et du coup, on est sur un temps de webinaire qu'on va partager ensemble. Je vais aller vite là-dessus. Ce webinaire, aujourd'hui, c'est un temps de rencontre national, puisqu'en fait, il fédère à la fois des acteurs de l'enseignement artistique dans le Pas-de-Calais et des responsables d'enseignement artistique en poste dans les départements et les agences qui adhèrent à la fédération. Du coup, on est sur un webinaire que nous coordonnons dans le cadre du LUCA, au regard de l'accompagnement qui est en cours du coup dans le Pas-de-Calais, vous l'avez compris, et des premiers éléments de diagnostic collectés, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une étape où on a interrogé un certain nombre d'acteurs, qui sont les acteurs, on va dire, un peu stratégiques de l'enseignement artistique sur les 2 territoires concernés par la démarche pour le moment. Et on va rentrer là progressivement dans une démarche, et on est déjà rentré dans une démarche vraiment sur le terrain où on va à la rencontre des usagers et des acteurs de terrain. Et tout ça, c'est soutenu par un certain nombre de personnes qu'on a fédérées, que Magali a fédérées autour d'elle et autour du département, et qui sont probablement, pour certaines et certains d'entre eux, ici présents. L'objectif aujourd'hui, ça va être de partager une pratique, s'inspirer. L'idée, c'est qu'on a vu un certain nombre d'enjeux sur remonter, alors pas spécifiquement sur le numérique, mais qui font appel justement à la question de la prise en compte finalement des usagers, du parcours de l'usager dans l'apprentissage et dans le cadre d'une démarche d'enseignement artistique. Donc, on est là pour partager une pratique, pour s'inspirer, pour favoriser l'interconnaissance. Peut-être que vous allez identifier des gens ici autour de ces vignettes avec qui vous souhaiteriez peut-être poursuivre la discussion. Et sachez qu'en tout cas, c'est possible. Si vous voulez par la suite creuser les problématiques autour de l'enseignement artistique, la fédération encadre et développe ce qu'on appelle des communautés de pratique, ou autrement dit plus simplement, des groupes de travail thématiques. Voilà. Aujourd'hui, on est donc sur une thématique qui est celle des outils numériques au service des enseignements artistiques, et on accueille Marie-Aline Baillon, qui est directrice de l'école de musique de Solor à Saint-Étienne. Marie-Aline dirige également la Solor Music Lab, dont elle nous parlera au cours de son intervention. On va avoir 2 séquences de plénière. On a pris 6 minutes de retard, mais on va voir comment on les rattrapera, donc pilotées par Marie-Aline, avec une séquence d'échange entre les deux. Donc, moi, je suis à l'animation avec Bérénice. On regardera vos questions remonter progressivement dans le chat. Et voilà. Quelques règles avant de laisser la parole à Marie-Aline. Donc, le son, c'est vraiment la difficulté numéro 1. Vous le savez bien maintenant quand on fait de la visio. Donc, on vous demandera si vous pouvez couper les micros si vous ne l'avez pas déjà fait ou si on ne l'a pas fait à votre place. N'hésitez pas à réagir, à discuter dans le chat pour faire remonter des questions, des interrogations au fur et à mesure de l'intervention. Ça nous permettra de prendre les éléments de questionnement, d'interrogation pour la séquence 2 que j'évoquais juste avant. Vous pouvez couper la vidéo, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Et voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour. Sachez que les ressources qui sont présentées par Marie-Aline ont été mises vous seront communiquées d'une forme que Marie-Aline, d'ailleurs, nous expliquera juste après. Ça, j'ai défloré le sujet. Marie-Aline, si vous êtes OK, on vous laisse du coup la main et j'enlève mon partage d'écran. Alors, normalement, vous devez voir mon ordinateur, je pense. C'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Cédric, Magali et Bérénice. Merci beaucoup pour cette invitation lors de ce webinaire. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour partager mon expérience à l'école de musique de Solor. Donc pour une intervention que j'ai appelée de l'école de musique connectée au réseau ArtConnect. Effectivement, dans cette première partie, je vais vous partager ce qu'on a pu faire à l'école de musique de Solor. Alors rapidement, parce qu'une intervention d'une demi-heure, ce sera dans les grandes lignes, mais effectivement, vous aurez accès à des ressources en ligne. Je vous montrerai comment ça se présente, où vous pourrez avoir accès à beaucoup de choses qu'on a pu faire, des vidéos, des ressources qui vous permettront d'approfondir la question. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Effectivement, je suis la directrice de l'école de musique de Solor à Saint-Étienne. Solor est un quartier de la ville de Saint-Étienne.
Et moi, je dirige cette structure depuis septembre 2013. Au préalable, j'étais enseignante au sein de cette structure et au sein aussi de collectivités territoriales, une en couronne stéphanoise et puis une en couronne lyonnaise. J'ai eu l'occasion de mener des travaux de recherche entre 2015 et 2016 qui ont été publiés. Vous voyez le livre qui apparaît sur l'écran dans la collection Sciences musicales de l'Harmattan. Et en fait, je me suis intéressée à cette question du numérique parce que c'est un centre d'intérêt que j'avais depuis toujours sur l'aspect de la photographie, les jeux vidéo, etc. Et je m'étais interrogée, déjà bien avant la crise sanitaire, sur cette question des transitions, de la transition digitale des établissements, des pratiques professionnelles avec le numérique, pour faire un certain nombre de constats qui étaient un retard certain dans notre secteur, avec du côté du secteur plutôt privé, eh bien là, des démarches déjà à l'œuvre. Et j'ai conceptualisé dans ce livre ce que j'ai appelé l'école de musique connectée, donc qui est un modèle d'enseignement basé sur l'enseignement mixte dont je vais vous parler ce matin, puisque c'est l'appui de ce qu'on a pu développer à l'école de musique de Solor. Et puis, depuis la parution de ce livre, eh bien, j'interviens comme formatrice, comme conférencière. Et à l'école de musique de Solor, on a développé même une branche de formation professionnelle. Alors effectivement, pour vous parler de la structure, on mène un projet assez large autour du numérique, puisqu'on a à la fois des pratiques, on va dire entre guillemets, traditionnelles, d'école de musique, mais on a toute cette partie numérique. On a un réseau dédié qui sera un peu l'objet de la fin du webinaire de ce matin, et puis une branche de formation professionnelle. C'est, on va dire, un projet circulaire qui nous permet à la fois d'avoir un terrain de travail avec les publics habituels de la pratique amateur, mais aussi d'accompagner les professionnels sous deux aspects. Alors, l'école de musique de Solor, c'est une association loi 1901 qui regroupe en moyenne 150 élèves et une équipe pédagogique de 8 professeurs actuellement. Nous enseignons selon les modalités du schéma national d'orientation pédagogique. Nous travaillons en partenariat avec le CRR Massenet sur le volet notamment des musiques actuelles avec une délégation d'organisation du cycle 1. Et puis, on propose des pratiques dès l'âge de 3 ans. On accueille tout public avec une offre assez large qui permet autant aux petits qu'aux plus grands de pratiquer la musique. Et on travaille bien sûr sous forme partenariale aussi avec d'autres acteurs de proximité ou plus largement. Et nous portons donc ce projet de l'école de musique connectée depuis septembre 2017. Alors l'école de musique connectée, c'est quoi? C'est un projet en fait en 3 axes. Un premier axe pédagogique qui consiste à essayer de repenser comment on peut enseigner la musique en utilisant les outils numériques. Donc déjà bien avant la crise sanitaire, on s'est posé cette question et on a lancé un certain nombre de démarches. Et ce matin, je vais vous expliquer justement comment du concept on est passé à quelque chose de plus concret au sein de l'école. Un deuxième axe qui est l'idée d'utiliser les outils numériques pour proposer une autre porte d'entrée dans la pratique artistique. C'est-à-dire qu'on propose des schémas d'apprentissage qui peuvent être des schémas assez longs et beaucoup centrés sur le fait d'interpréter, d'être un musicien-interprète. On s'est dit peut-être que ces outils numériques, ils pourraient être une porte d'entrée pour des publics qui ont plus envie de découvrir la musique autrement ou de se lancer dans des démarches de création. Et puis le dernier axe, c'était l'idée d'emblée de créer un réseau d'écoles, de conservatoires connectés pour échanger et construire de la culture commune sur cette question du numérique pour laquelle on est relativement en retard. Ce qui a donné lieu depuis 2019-2020 au réseau ArtConnect, dont je vous parlerai plus amplement après. Donc, le réseau ArtConnect, voilà, qui est un réseau maintenant national. Et puis, le dernier aspect qui est donc Solor Music Lab, qui est en fait la branche de formation professionnelle de l'école de musique. On a l'année dernière fait toute une démarche de création d'organismes de formation avec l'obtention de la certification Calliope. Calliope est en fait un label d'état qualité sur la formation professionnelle qui permet la prise en charge par les OPCO, donc les fonds de formation, des formations qui sont demandées de manière individuelle ou en équipe. Et donc, on propose un certain nombre de programmes spécifiques sur l'utilisation du numérique dans la pédagogie musicale ou dans d'autres aspects de la vie de l'établissement. Comme je vous le disais, c'est un projet pour nous assez important aujourd'hui, puisqu'il est vraiment circulaire. On a ce terrain d'expérimentation avec nos élèves, on accompagne les professionnels sur le volet réseau et on accompagne aussi les professionnels sur la montée en compétences
compétences via des programmes de formation identifiés ou sur mesure. Alors, pourquoi on s'est lancé dans ce projet, outre le fait que, effectivement, j'avais mené des travaux de recherche dessus? Eh bien, ce qui a fait l'intérêt de ce projet, c'est les constats de départ, en fait. C'est-à-dire qu'en 2017, on parlait beaucoup de numérique déjà, mais il y avait peu de choses à l'œuvre véritablement dans notre secteur. Ou en tout cas, s'il y avait des choses qui se faisaient, c'était de manière assez confidentielle. Donc, les constats de départ sur l'idée d'essayer de faire un projet numérique, c'était déjà le manque de formation des enseignants qui ont du mal à se saisir de cette question. Ce n'est pas dans la formation initiale. Ceux qui ont des compétences, souvent, se sont formés un peu sur le tas, par nécessité, notamment durant la crise sanitaire. Et puis, on évolue dans on va dire, un secteur dont la culture professionnelle n'a pas été marquée jusqu'à présent par cette question de numérique, de transition digitale. Le retard est en partie lié à ça aussi, parce qu'on a toujours travaillé d'une manière qui n'incluait pas une interface numérique, un ordinateur, etc. La problématique du secteur aussi, c'est conjointement l'absence de certains moyens, puisque ce n'était pas dans notre environnement professionnel, dans notre culture professionnelle. Les établissements ne sont généralement pas dotés de matériel nécessaire à déployer des stratégies numériques, qu'elles soient pour l'administration, qu'elles soient pour la communication ou qu'elles soient pour la pédagogie. Et puis, plus globalement, sur notre cadre, on va dire, d'intervention, qui est le schéma national d'orientation pédagogique et ses déclinaisons locales, il y a peu de prise en compte de cette question. Alors, ça commence à émerger, comme le département du Pas-de-Calais l'expliquait tout à l'heure. Certains départements commencent à inclure un volet numérique dans leur schéma, mais nous, quand on s'est lancé, eh bien, le constat était que, voilà, au niveau des pouvoirs publics, il y avait vraiment peu de choses sur cette question du numérique, ou en tout cas, elle n'était pas envisagée sous l'angle de la pédagogie. Alors, avant de rentrer dans le détail, moi, ce qui m'a interpellée, en fait, quand j'ai commencé à me documenter sur le numérique plus profondément pour notre secteur et sur la pédagogie en général, c'est un concept qui a retenu mon attention. Ce concept, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage mixte, l'enseignement mixte. C'est l'idée d'avoir des temps de cours, de formation qui sont présentiels, donc au sein de nos structures comme on a l'habitude, mais de prendre en considération le temps autonome des élèves en dehors de l'établissement et de pouvoir créer un lien et combiner à la fois des temps, on va dire, présentiels au sein de l'établissement et des temps, entre guillemets, de formation en ligne pour les élèves en dehors de l'établissement. Alors, comment ça se matérialise, ça? Bien, pour créer ce lien entre l'école et, on va dire, la maison, eh bien, on met en place ce qu'on appelle une plateforme pédagogique sur laquelle on va pouvoir déposer différents contenus, échanger, demander aux élèves de collaborer, leur donner des évaluations, des activités à faire. C'est ce qui est très souvent utilisé d'ailleurs maintenant dans la formation professionnelle ou dans la formation universitaire, cette démarche mixte d'utilisation d'une plateforme. Alors nous, dans notre secteur, quand on a commencé, eh bien, il n'y avait pas véritablement de structure qui fonctionnait dessus. Donc, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait et que j'ai voulu décliner au sein de ma structure. Pourquoi cette idée d'apprentissage mixte? Eh bien, parce qu'en tant qu'enseignante, j'ai fait un certain nombre de constats sur la pédagogie aussi. On peut donner des cours qui sont d'une extrême qualité aux élèves, voire quelque chose de super dans le cadre présentiel. En fait, quand on voit en fait ce qui se passe en pratique avec les élèves, ce qu'il y a, c'est que ce qui compte énormément, c'est le temps qu'ils vont consacrer en dehors justement de l'établissement. On les voit sur des temps assez restreints et il faut qu'ils soient en capacité chez eux de s'entraîner, de reprendre ce qu'on leur a donné. Et ça, c'est compliqué. Moi, je me suis dit que mettre en place de l'apprentissage mixte, ça permettrait aux élèves d'avoir un accompagnement entre les cours d'une manière ou d'une autre qui leur permettrait d'être plus investis dans leur pratique et puis de mieux aussi s'entraîner sur leur instrument ou sur le chant à la maison. Parce que beaucoup d'enfants ne sont pas issus de milieux musicaux. Les familles sont souvent dépourvues. Elles disent j'ai envie d'accompagner mon enfant, mais je ne suis pas musicien, donc comment est-ce que je peux faire? Donc l'idée d'une plateforme, c'est créer ce lien aussi avec la famille, donner des consignes, déposer des vidéos pédagogiques, des choses comme ça, qui vont permettre
permettre aux enfants de mieux se réapproprier ce qu'ils ont vu en cours, parce qu'une vidéo d'un geste ou des consignes données de manière audio ou un lien vers des ressources, c'est pas la même chose que d'écrire dans un cahier « entraîne-toi à faire tel geste » ou autre. On rentre dans une autre dimension. L'autre élément qui, moi, m'a frappé au bout de toutes ces années d'enseignement, c'est de voir à quel point notre enseignement, il est un peu disséqué. On a différentes pratiques, on a différentes entités de ce qu'on appelle les unités de valeur dans les conservatoires, et on propose rarement un apprentissage de la musique qui soit global, qui combine à la fois l'apprentissage de l'instrument, les notions théoriques de formation musicale, la pratique collective, la création. Donc, je me suis dit que organiser un enseignement avec une idée d'apprentissage mixte, ça pourrait peut-être favoriser un autre modèle. Et dans cet autre modèle, mettre moins de poids sur la pratique instrumentale. Comme je le disais tout à l'heure, instrumentale ou vocale, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur un mode d'enseignement très classique qui est de former des interprètes. Structurellement, le conservatoire a été créé pour ça. Donc, on forme des interprètes, on engage des enfants dans des cursus qui peuvent être assez longs, et la pratique instrumentale, la pratique vocale en tant qu'unité de valeur principale, elle demande énormément d'investissement, ce qui est logique, mais ce qui peut être compliqué pour de nouvelles générations qui ont envie d'avoir une approche de la musique peut-être un peu différente. Et puis, le dernier élément aussi, c'était de dire déjà en 2017, on est rentré dans une démarche de société, on va dire, numérique au sens large du terme. Alors, on est pour, on est contre, peu importe, ce n'est pas le débat, mais les générations d'élèves qu'on fréquente aujourd'hui dans nos établissements, ce sont des élèves qui évoluent dans des environnements numériques, que ce soit à l'école ou que ce soit dans la sphère privée. Donc, l'idée aussi de pouvoir amener le numérique au sein d'une école de musique, c'est d'être en lien avec le quotidien des élèves aussi. Donc, l'utilisation de ces outils numériques, elle a été d'emblée pensée dans une démarche de médiation, un outil au service de la pédagogie pour permettre aux professeurs de prolonger les effets de sa pédagogie, de prolonger, on va dire, les effets de la salle de classe et créer un lien. On n'est pas parti d'emblée sur une idée d'enseignement en ligne en totale autonomie, ça n'a jamais été ce credo-là chez nous. Alors, je vais vous présenter le modèle tel que je l'ai imaginé, et puis après, je vais vous expliquer ce qu'on a fait en pratique à l'école de musique de Sola. Donc, dans mon livre, j'ai imaginé, on va dire, vraiment un concept. C'est une image d'Épinal. Les moyens qui sont associés ne sont pas les moyens dont je dispose moi et ne sont généralement pas les moyens dont dispose une structure lambda, on va dire. Donc, cette école de musique connectée, je l'ai imaginée comme étant une école de musique complètement connectée, c'est-à-dire raccordée à la fibre avec du matériel nécessaire, des salles en nombre suffisant, des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, des logiciels, tout ce dont il y aurait besoin pour pouvoir, bien sûr, déployer ces outils numériques. Et puis, j'ai repensé complètement le cadre, en fait, d'intervention. C'est-à-dire que je me suis basée sur l'idée d'avoir une équipe, bien évidemment, à temps plein, mais qui fonctionnerait sur un mode vraiment collaboratif, avec un emploi du temps où on inscrit la préparation pédagogique. C'est-à-dire que chaque jour, l'équipe se réunit, élabore des contenus, les met sur la plateforme, travaille peut-être aussi avec un site internet, des réseaux sociaux, puis après on a des plages fixes sur les différents jours de la semaine. Bien sûr, on ne peut pas imposer la préparation pédagogique aux enseignants sur site, on est bien d'accord, c'était vraiment uniquement un concept, statutairement parlant, on ne peut pas le faire, ça ne pourrait être que sur la base de la volonté des uns et des autres. Donc une équipe qui est là, qui est à temps plein et qui va accueillir les élèves, non pas sous le mode d'un cursus diplômant ou autre, mais qui va accueillir les élèves avec des niveaux relatifs. Donc moi, j'ai imaginé qu'on aurait 4 niveaux relatifs. On accueillerait le lundi les débutants, le mardi les élèves intermédiaires, jeudi et vendredi avancés et confirmés. Et puis le mercredi, tout niveau, en fait, pour avoir un mode projet, puisque dans toutes les structures, on fait des projets, c'est toujours extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Donc, j'ai formalisé dans ce concept un temps dédié au fait de faire rencontrer des élèves de niveaux mélangés pour travailler sur des projets. Chaque soir de la semaine, les enseignants disposent de 3 heures avec les élèves, 2 heures qui sont une pratique, on va dire, dédiée, où, comme tout le monde est là en même temps, on peut travailler aussi en sous-groupe, on peut travailler avec d'autres enseignants, on peut travailler en grand groupe, et puis 1 heure dans laquelle
on a une possibilité de suivi plus individualisé pour les élèves en fonction de leurs besoins. C'est un modèle qui est collectif et qui est collaboratif. Et comme cette école, c'est une école entre guillemets parfaite, elle dispose bien sûr de toutes les ressources pour les élèves, avec aussi pour ceux qui ont envie de venir à l'école des studios de répétition, ou s'ils n'ont pas ce qu'il faut à la maison, pour pouvoir avoir cette pratique autonome. Donc voilà un petit peu le concept. Alors concrètement, si on parle d'apprentissage mixte, eh bien, de quoi on parle en pratique sur le plan pédagogique. Dans l'idée, c'est de fonctionner non pas de manière dissociée, mais d'avoir une séquence pédagogique pour l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire, dans mon niveau débutant, je vais avoir une séquence pédagogique ensemble en équipe. On va élaborer un scénario qui va avoir un début, une fin, dans laquelle on aura un grand objectif partagé. Et puis, en fonction de sa discipline, on aura des sous-objectifs. Et pendant le cours, comme on va disposer d'une plage horaire de 2 heures, on va avoir le temps de mener des activités diverses et variées. Alors, bien sûr, de la technique instrumentale ou vocale, le fait de pratiquer en collectif, mais on va pouvoir aussi aborder des choses qu'on n'a pas le temps d'aborder quand on a 30 minutes avec un élève par-ci, 30 minutes avec un élève par-ça, qui est tout ce qui concerne les démarches d'inventivité, telles que c'est dit dans notre schéma, donc ce qui va être de l'ordre de l'arrangement, de l'improvisation, de la création. Et du coup, les élèves qui vont participer à leur cours pendant 2 heures, eh bien, ils vont avoir différentes portes d'entrée dans la compréhension de la musique et dans la pratique. Et puis, après le cours, sur leur plateforme, ils auront accès à un certain nombre de ressources dédiées pour eux, pour justement pratiquer à la maison entre les différentes sessions de cours. Alors, un exemple en pratique, imaginons que dans ma séquence pédagogique, je veux faire apprendre les 4 doubles à un groupe d'élèves, c'est l'étape qu'on a tous à ce moment-là. Eh bien, du fait qu'il y ait une organisation collective, qu'il y ait plusieurs professeurs en simultané qui vont intervenir, un élève va avoir différentes manières de rentrer dans cette notion. C'est-à-dire que le professeur de FM, il va peut-être le montrer de manière assez classique sur la partition. Un professeur de MAO, lui, pourra montrer comment on crée ce rythme sur un logiciel. Chaque professeur pourra vraiment faire des propositions d'activités pour pouvoir apprendre ce rythme. Donc, ça peut être de le créer sur un logiciel, de l'enregistrer, de chercher aussi en termes de documentation des œuvres qui ont une signature forte avec ce rythme. Bien sûr, tout ce qui est de l'ordre de chanter le rythme, mettre le rythme sur son instrument, faire de la pratique collective, on aura le temps d'organiser tout cela et ce sera facilité par les outils numériques. Et puis, après le cours, eh bien, on pourra avoir par exemple la vidéo d'un élève qui montre comment faire ce rythme ou le professeur, des consignes pour enregistrer un petit extrait avec le rythme. Tout ce qui va en fait permettre une appropriation de la notion de manière dynamique et active. Et on le sait, les élèves n'ont pas tous la même manière de retenir. Certains sont plus visuels, d'autres sont plus auditifs, d'autres sont plus sur les sensations, d'autres ont besoin d'un rapport à l'écrit. Donc, on maximise les chances en termes de compatibilité, de compréhension pour l'ensemble des élèves. Et puis, le mode projet, c'est le même principe, sauf qu'on mélange les niveaux. On va choisir un support, c'est ce qu'on appelle le layered learning, il n'y a pas de traduction en français de ce concept-là. Layer, c'est la strate, la couche, c'est un apprentissage dans lequel on va avoir différents niveaux d'entrée. On va choisir pour un projet un support qui va permettre de faire travailler autant des débutants que des élèves confirmés. On ne leur confiera pas les mêmes tâches, mais chacun va avoir une fonction dans le projet et va pouvoir progresser. Ça peut être de la documentation pour les moins avancés, ça peut être au contraire de faire un travail d'arrangement, de création, etc., jusqu'à la réalisation d'un spectacle avec un encadrement de différents projets par les différents enseignants. Et puis, comme sur la partie, on va dire, enseignement initial, des ressources sur la plateforme pour aller plus loin, reprendre où on en est sur le projet, etc. Donc, bien sûr, tout ça, c'est un concept. Comme je vous disais, moi, je n'avais pas les ressources pour pouvoir mettre en place quelque chose de cette façon-là. L'équipe de Solor, comme je vous l'ai dit, n'est pas une équipe à temps plein. On était peut-être un petit peu plus nombreux à l'époque. Je ne sais plus exactement combien on était, mais en tout cas, on n'avait pas ces possibilités-là. Et puis, statutairement, on ne pouvait pas le formaliser de cette manière-là.
Alors, comment nous, on a procédé concrètement à la base? On n'avait pas une équipe qui était particulièrement tournée sur le numérique, hein, les gens n'étaient pas particulièrement formés. On utilisait des outils numériques pour communiquer, on avait un site internet, on utilisait le mail, mais jusque-là, les outils n'étaient pas rentrés dans, on va dire, la pédagogie. Donc moi, j'ai fait une proposition de projet hein, sur les 3 axes au conseil d'administration et puis à l'équipe. Et on s'est donné 1 an en fait pour expérimenter qu'est-ce que ça pouvait être que d'utiliser le numérique au sein de notre école, avec cette envie de, pourquoi pas, avoir une démarche en apprentissage mixte. Donc on s'est donné une année, de septembre 2017 à septembre 2018, pour mener des expérimentations. Et on s'est organisé sur chaque trimestre pour faire différentes choses. La première chose, ça a été un premier trimestre de concertation pédagogique. C'est-à-dire que moi, mon souhait n'était pas de dicter une démarche, c'était plus de voir quel était l'écho auprès des enseignants et comment on pouvait construire déjà une expérimentation. Donc, on a fait des groupes de travail dans le premier trimestre en fonction, on va dire, des disciplines que les uns et les autres avaient et puis du temps de travail aussi, puisque j'ai impliqué davantage ceux qui avaient des contrats plus importants que ceux qui étaient moins chez nous. Et on a eu notamment un groupe de travail sur l'apprentissage mixte où ça a consisté par définir quel profil d'élèves on voulait former et pourquoi on faisait intervenir le numérique. Parce que l'idée, ce n'était pas de mettre du numérique pour faire joli, c'était de voir comment le numérique, il pouvait nous permettre de faire quelque chose de différent que ce qu'on faisait déjà. Parce qu'on avait déjà de cursus qui fonctionnait très bien. Donc l'idée, ce n'était pas de refaire la même chose en mettant du numérique. Donc on a eu toute cette définition du profil de l'élève. Et face à ça, on s'est dit, on a besoin de tel type d'outils numériques. Donc on a cherché des outils qu'on a pris en main. Après, on a eu un deuxième trimestre de mise en œuvre où on a expérimenté avec des élèves en situation. Sur les ressources auxquelles vous aurez accès, il y a des vidéos à ce sujet-là. Et de toute façon, on a documenté toute notre démarche sur le site du même nom, écoledemusiqueconnectée.fr. Donc, vous avez un très grand volume de vidéos, de témoignages d'enseignants, d'élèves sur toute la démarche à l'œuvre. Donc, on a fait toute cette démarche d'expérimentation, de mise en œuvre. On a expérimenté sur la formation musicale aussi. Et puis, en parallèle, en fait, on a, pour pouvoir prendre une décision et voir si on allait sur le numérique ou pas après, mis en place un suivi, une évaluation en fait. On avait des grilles où on avait déterminé qu'est-ce qu'on voulait observer par rapport aux effets que ça produisait, aux difficultés qu'on pouvait avoir. Et puis dans le 3e trimestre, on a recueilli l'avis des élèves aussi, formellement, pour savoir ce qu'ils avaient pensé de ce qu'on avait fait. Et puis, on a analysé ce que les enseignants avaient, consigné au fil de l'expérimentation. Et on a décidé de poursuivre parce que ça a intéressé tout le monde. Et on a conceptualisé ce qu'on a appelé le Cyber Orchestra, qui est notre parcours en apprentissage mixte qu'on a ouvert l'année suivante. Donc, le Cyber Orchestra, comment il fonctionne? C'est un cursus qui est ouvert aux enfants de la primaire jusqu'au collège, mais on a, on va dire, 90% d'enfants en primaire, en fait. Et durant 1h45, ils viennent à l'école. Ils ont une partie de 45 minutes qui concerne plus l'instrument semi-collectif et 1 heure en mode projet, où ils montent un projet par trimestre avec les enseignants de ce cursus. Et les outils numériques sont déployés de 2 façons. La première, pour créer ce lien avec la maison, je vais vous parler des outils qu'on utilise. Et la deuxième façon, c'est dans le mode projet, on s'en sert pour faire de la création, de l'arrangement, de la recherche, etc. Alors, après ça, on a ouvert d'autres choses aussi. On a un cours de fabrique musicale qui concerne les enfants en CP. Donc, c'est une année de découverte pour ceux qui n'ont pas envie de tout de suite se lancer dans un cursus, qui ne savent pas forcément choisir quel instrument. Et là, les outils numériques interviennent dans une démarche de production sonore et de découverte, c'est-à-dire qu'on intègre des objets connectés, on intègre des applications pour leur faire découvrir certains paramètres de la musique. On a ouvert ensuite un atelier de musique assistée par ordinateur ouvert dès l'école primaire, parce que ce qu'on souhaite, c'est pouvoir que tout le monde puisse en fait utiliser l'ordinateur comme un instrument de musique. Et on a mis au point un projet d'établissement avec des perspectives à plus long terme sur l'utilisation du numérique. Et puis depuis 2021, on développe véritablement le réseau ArtConnect dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Je ne vais pas vous faire un catalogue parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on utilise, mais les outils principaux qu'on utilise pour cette notion d'apprentissage mixte, ce sont ces 4 outils. C'est tout d'abord Padlet, cette icône que vous avez là. Padlet, c'est un organisateur de contenu sur lequel, en fait, qui nous sert de plateforme de travail, sur lequel on organise tout ce qu'on transmet aux élèves.
c'est le studio d'enregistrement Soundtrap, qui est un studio virtuel. Donc, on peut travailler de manière synchrone ou asynchrone en ligne avec les élèves, faire des enregistrements de la création. C'est Flat, qui est un peu le Soundtrap de la partition, c'est-à-dire que c'est un éditeur de partition, mais en ligne. On peut faire collaborer des élèves sur un même support partition, toujours pareil, de façon synchrone ou asynchrone. Et Earmaster, pour plus spécifiquement la formation musicale, qui est un outil de développement de l'oreille qui possède des exercices, une très grande banque d'exercices pour la formation musicale, et la possibilité pour l'enseignant de proposer des ressources dédiées. Alors, ces différents outils, eh bien, je peux vous les montrer. Hop, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, ça se présente comment? Si on regarde Padlet, Padlet, c'est un espace sur lequel on organise des ressources de travail. Donc, je vais en prendre un, par exemple, la formation musicale. On peut, sur un Padlet, organiser des informations, mettre des supports, des photos, des partitions, des choses comme ça. On peut mettre des enregistrements audio ou vidéo très facilement. Par exemple, on a un petit player audio, des consignes. Et on peut faire pareil ternaire avec de l'enregistrement vidéo qu'on peut prendre directement dans Padlet. Soundtrap, donc studio d'enregistrement virtuel. Je rentre par exemple dans un projet. Dans ce studio, en ligne, on peut collaborer avec les élèves. Vous avez un système de chat, là ils ne l'ont pas utilisé, mais en ligne, qu'on soit de chez soi ou de l'école. On peut faire des enregistrements audio, de l'écriture MIDI. On peut faire vraiment tout ce qu'on souhaite en termes de création musicale. Flat, du coup, c'est un éditeur de partitions en ligne. On a un système de classes dans lesquelles on peut partager des partitions et demander aux élèves de faire différents types de devoirs. Donc, vous avez une série de partitions que vous pouvez partager. On peut tout éditer en ligne. Et on peut demander aux élèves de faire de l'écriture simultanée. C'est assez pratique et ça fonctionne vraiment bien. Là, on a fait par exemple, de l'écriture collective telle que les élèves le voient. Il y a une partition et puis on peut chacun, ça s'actualise automatiquement quand les élèves travaillent en simultané. Et puis, le Earmaster, alors qui n'est pas, lui, en ligne, qui est un logiciel qui propose une banque de devoirs, un mode professeur dans lequel on va éditer des cours et un mode élève dans lequel les élèves vont avoir différentes ressources. Là, par exemple, c'est un devoir donné aux élèves sur la 7e majeure et l'élève va avoir différents exercices interactifs dans lesquels il aura une correction de ce qu'il fait, s'il a lu juste, s'il n'a pas lu juste, etc. Et tous ces outils s'interconnectent. On peut mettre des ressources de Soundtrap sur Padlet, sur Flat, etc. On peut envoyer des partitions de Flat sur Soundtrap. On peut mettre des partitions de répertoire dans Earmaster comme base des exercices. En gros, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, l'enseignement mixte permet, nous, en tout cas, de créer ce lien. Et puis, ça nous a énormément permis de développer la collaboration et entre les élèves et entre les enseignants. C'est pour moi vraiment l'intérêt par rapport au numérique, c'est d'avoir cette démarche-là de connexion, d'enseignement mixte. Donc, pour terminer sur cette partie, si j'avais quelques conseils à donner sur la question de faire rentrer le numérique dans les projets d'établissement, c'est déjà, puisqu'il y a eu cette crise sanitaire, de conduire un état des lieux dans les pratiques qui existent au sein des établissements et de définir ce qu'on entend par numérique. Parce qu'il y a le numérique pour la pédagogie, il y a le numérique pour la communication, et dans la pédagogie, il y a plein de choses aussi. Le numérique, il pose certaines questions, mais il permet aussi des fois de répondre à des problématiques. Il y a beaucoup d'enjeux et on voit de plus en plus de structures qui développent un volet numérique dans leur projet d'établissement. Le plus intéressant, c'est de pouvoir prendre le temps d'expérimenter, comme nous, on l'a fait, on s'est donné une année pour le faire. Il n'y a pas de réponse toute faite sur le numérique. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs en pédagogie, des réponses toutes faites. Donc, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Nous, quand on s'est lancé, on ne savait pas jusqu'où on irait.
On ne s'est pas dit, oh là là, c'est trop compliqué, ça ne va pas marcher. On a tenté, on a évalué objectivement les choses et après on s'est lancé. Bien sûr, il n'empêche qu'il faut aussi pouvoir s'informer plus largement et dans certains cas se former. On ne fait pas passer d'une équipe qui n'a jamais touché du numérique à une équipe qui le manie à 100%. Moi, j'ai accompagné bien sûr mon équipe, j'ai fait les expérimentations avec eux. Aujourd'hui, je les laisse plus libres de ce qu'ils font. Mais voilà, il y a une question d'accompagnement nécessaire à trouver. Donc voilà, je crois qu'on a atteint un peu la limite de cette première partie. Donc je vais être à votre disposition pour les différentes questions, puis je vous parlerai du réseau plus tard. Merci Marie-Aline pour ce timing. On ne peut plus parfait, 30 minutes chrono, ça va être plus précis. Merci. Alors du coup, on va passer à la séquence d'échange qu'on va ouvrir dès à présent. C'est le moment peut-être d'ouvrir les discussions. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre de la part de Marie-Aline suscite des questionnements, des réactions à chaud Voilà, vous pouvez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, soit physiquement, soit via le bouton réaction. Donc là, je vois Guillaume Devenay, Art-Vivant 52. Guillaume, bienvenue. On t'écoute. Mais on ne t'entend pas. Alors, je crois qu'il faut qu'on réautorise les participants à ouvrir leur micro. Ça, c'est... Voilà, ça y est, là, c'est bon. Merci. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante parce que c'est vrai qu'on parle souvent quand on discute avec les enseignants ou les différents directeurs sur les différents départements. On a plus tendance, quand on parle de numérique, à avoir un peu ce mouvement de recul qu'on a par rapport à l'enseignement à distance via Zoom, etc. Donc, on les sent quand même un tout petit peu, on va dire, sans dire traumatisé, mais du moins, il y a un peu un vécu qui est un peu compliqué. Et ces nouveaux outils, même si le Padlet, c'est vrai qu'on l'utilise pas mal, c'est quand même assez intéressant de voir comment vous avez pu mettre tout ça en œuvre. La question que je me pose et que je voulais avoir votre avis justement dessus, c'était par rapport du coup à la mobilisation des équipes pédagogiques autour de ces outils, c'est-à-dire de manière toute simple en termes de ressources humaines. Est-ce que sur du temps de travail supplémentaire qu'ils vont avoir, par exemple, la mise en place de l'outil et des différents outils, autant dans la prise en main que dans la façon que dans l'écriture propre du truc, ou c'est considéré en fait dans leur temps, on va dire, de préparation. Enfin, voilà, c'est un peu cette question-là que je me pose, pour savoir comment ils ont accepté cette partie-là. Alors, effectivement, c'est une question qui se pose parce que le passage d'une démarche pédagogique traditionnelle à une démarche pédagogique très différente peut occasionner, en tout cas au départ, un surcroît de travail parce qu'il y a un temps d'appropriation qui est nécessaire. Alors, nous, on a fait les choses, sur l'année d'expérimentation. On a fait vraiment en fonction déjà du temps de travail des enseignants pour ne pas occasionner cette surcharge. On avait l'habitude de mener une concertation régulière en équipe. Donc, c'est le numérique qui a été le sujet de l'année, en fait. On n'a pas mené d'autres chantiers ou quoi que ce soit, de telle sorte à ce que ça fasse vraiment partie du planning, entre guillemets, habituel d'activité. Et on a effectivement, quand il y a eu des choses qui ont dépassé, excédé le temps de travail normal, on a rémunéré des heures complémentaires en fait. Maintenant, sur notre activité classique, aujourd'hui, en fait, les outils numériques qui sont intégrés, ils n'occasionnent pas une charge de travail supplémentaire pour les enseignants. Parce qu'il y a une partie en fait du travail qui est fait sur la ressource, qui est de la ressource qui est contextuelle. C'est-à-dire que concrètement, un enseignant qui travaille avec les élèves sur notre cyber-orchestra, le groupe d'enseignants a des outils, ils ont accès à des ordinateurs, des smartphones et des tablettes, qui sont tous paramétrés sur les comptes des outils qu'on utilise, que ce soit YouTube pour les vidéos éventuellement, que ce soit Padlet, que ce soit Centrap, etc. Donc tout ça déjà c'est paramétré à la base, il n'y a pas à rentrer des choses, ça n'occasionne pas un temps exceptionnel, voilà. Et surtout,
tout ce qui va être de l'ordre des ressources vidéo, des enregistrements audio, il y a la plus grande partie qui est captée dans le moment du cours, que ce soit dans la partie collective ou que ce soit pour d'autres cursus, parce que maintenant tout le monde utilise Padlet en fait au sein de l'école, hein, quel que soit le cours, même pour des cours collectifs, c'est complètement intégré. En fait, ça se fait dans le temps du cours. Donc l'enseignant, il est connecté à Padlet via le smartphone, il prend la vidéo qu'il a besoin de prendre, il prend l'enregistrement audio qu'il a besoin de prendre, il prend la photo qu'il a besoin de prendre. Ce n'est pas quelque chose qui va s'ajouter à la fin de son cours sur le reste de sa semaine, en fait. Il n'empêche que dans le cadre de la préparation pédagogique, évidemment qu'ils les manipulent, les outils numériques, mais eux, ils sont libres de à quel degré ils préparent ces ressources. Et dans l'utilisation du numérique, il faut vraiment distinguer ça, c'est-à-dire ce qu'on va considérer comme de la ressource contextuelle, c'est-à-dire des choses qui sont liées à une situation de cours précise à tel ou tel moment, et ce qui va être de l'ordre de la ressource générale, pour laquelle là, il me semble qu'on doit consacrer un temps plus important, puisque ces ressources générales, elles vont resservir. C'est-à-dire que même si l'enseignant, une année, il passe, j'en sais rien, 10, 15, 20 heures supplémentaires sur son année en dehors de sa préparation pédagogique, ces 10, 15, 20 heures, il va les récupérer sur l'année suivante, en fait. Parce que c'est des choses qu'il ne va pas avoir à refaire ou à redire à ses élèves ou à remontrer. Elles seront fixées, il aura pris le temps de les faire, il les aura sur un Padlet et il les repartagera. Donc, c'est ces deux choses-là. Après, dans la création de ressources, on n'est jamais sur une visée professionnelle. On n'a pas un catalogue de ressources qu'on vend. Si vous prenez des sociétés comme Music School qui vous vendent un catalogue de vidéos, eux, ils ont un studio à Bastia ou à Ajaccio, et quand ils mettent un cours en place, il y a tout le travail pédagogique en amont, mais ils ont un caméraman qui filme tout le truc, qui monte tout ça. Ce n'est pas les mêmes conditions qu'une école de musique qui crée ces ressources. Donc, en théorie, si c'est géré, on va dire, de manière pertinente et intelligente, les enseignants ne doivent pas se retrouver noyés dedans. L'autre chose qui va avec ça, c'est en fonction du cours, en fonction de la discipline, c'est de trouver le ou les 2 ou 3 outils maximum qui vont être utilisés, parce qu'il y a pléthore d'outils dans le numérique. Donc ça, c'est le rôle du chef d'établissement aussi, de voir qu'est-ce qu'on met en place comme outil au sein de la structure, et qu'est-ce qui est de l'ordre des outils qui vont être partagés par l'ensemble, et qu'est-ce qui va être de l'ordre d'outils peut-être qui vont convenir à certains enseignants et d'autres plutôt à d'autres, parce qu'on n'a pas tous la même façon de travailler et parce qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas d'être généralisées non plus. Donc, ça implique à la base une réflexion en équipe sur qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est notre vision des choses, et après une appropriation. Il est certain qu'il y a un temps de soutien pour passer de l'un à l'autre. Des heures complémentaires, de la formation ou de libérer du temps, si on ne peut pas développer des heures complémentaires, c'est de libérer du temps aussi en termes de timing pour les enseignants, pour qu'ils puissent s'atteler à quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est l'un ou l'autre en termes de masse salariale, c'est soit j'ai des ressources, je paye des heures complémentaires, soit je libère du temps à mes enseignants pour qu'ils puissent se consacrer à ça. Après, dans toutes les équipes, vous avez des gens qui n'ont pas envie, et puis vous avez des gens qui ont très envie, et puis après, vous avez la moyenne de votre équipe qu'il faut arriver à embarquer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Okay. Merci Marie-Aline. Juste, il y a 2 autres questions qui sont montées en attendant et en vous écoutant, j'imagine. Aussi, c'est Magali, premièrement, Magali Limous, et mademoiselle, je ne sais pas, Berkani, je n'ai pas votre prénom, donc vous prendrez la parole après. Magali. Magali ? Merci Marie-Aline pour cette présentation. Est-ce qu'il serait juste possible de repréciser pour l'ensemble des personnes qui assistent là à ce webinaire le contexte global de votre établissement, à savoir le nombre de TP, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Alors nous, c'est un tout petit établissement. On est donc lors de quand on a commencé le projet, je crois qu'on était 10 ou 11 enseignants. Après, il y en a qui sont partis et on a eu des postes qui se sont développés. Donc, il y a 8 enseignants. Sur la structure, en équivalent temps plein, c'est 3 équivalents temps plein en fait. Donc, on n'est pas du tout une grosse structure. Voilà, et puis une moyenne de 150 élèves. Alors, on en a un petit peu moins actuellement, comme tout le monde, avec la crise sanitaire. Mais voilà, on a une structure de taille assez moyenne. Par contre, on a optimisé notre façon de travailler avec le numérique et voilà, c'est maintenant très intégré, quoi. Ce qui fait que lors de la crise sanitaire, nous, comme le lien était déjà créé avec les élèves,
On n'a pas eu de mal à poursuivre. Alors, tout n'était pas optimum, soyons clairs, mais en tout cas, cette notion de lien entre le cadre présentiel et le distanciel était déjà installée pour nous depuis 3-4 ans. Ok, merci. Du coup, c'est Lisa. On me dit que c'est Lisa du coup qui pose la question. On vous laisse la parole. Merci Bérénice. Bonjour, moi du coup je voulais savoir comment est-ce que le département vous avez accompagné dans cette démarche? La réponse, elle va être très simple. Le département ne nous a pas accompagnés dans cette démarche. Et le département ne nous accompagne toujours pas, ni la ville de Saint-Étienne. Alors, on est soutenu sur nos activités classiques pour le département et la ville. On est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour l'école de musique connectée et le réseau. Mais le département n'a pas de volet numérique. On a été l'année dernière orienté vers le service numérique, qui nous a orienté vers un appel à projet en totale déconnexion avec ce qu'on fait. Donc, nous n'avons malheureusement aucun accompagnement malgré le projet qui suscite un certain intérêt sur le territoire via le réseau, mais il n'y en a pas. D'accord. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Cadet, je vous laisse la parole. Ouais, ça va plus vite en levant la main. Question, je rebondis en fait sur les collègues précédents. Financièrement. Eric, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire nom, prénom, fonction, où vous êtes, d'où vous parlez? Alors, je m'appelle Eric Cadet, je dirige l'école intercommunale du Ternois, qui regroupe 550 élèves et qui est répartie sur 5 sites, dont le principal à Saint-Paul-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais. Voilà. Et on est une structure qui accueille 38 professeurs, qui vient d'une fusion, enfin de 2 fusions successives. Et en fait, on est dans cet état-là, on va dire, depuis 2017. Et voilà, on est encore tout neuf. Voilà. Et donc, j'ai des projets MAO. Magali, effectivement, est bien au courant de tout ça. Et je suis très content de cette expérience. C'est très, très intéressant. Je voulais simplement revenir sur un point très concret. Finalement, c'est l'école de musique qui prend tout en charge et financièrement également. Donc, je suppose qu'il faut fournir les padlets, voir les téléphones, voir les ordis à tous les professeurs. Alors, oui, effectivement, nous, on s'est équipés. Parce qu'on ne peut pas demander aux enseignants. Alors, il y en a certains qui préfèrent utiliser leur matériel. Moi, je travaille avec mon ordinateur parce que voilà, l'école n'aurait pas les moyens de me proposer ce que moi j'ai besoin d'utiliser. Mais oui, on s'est équipé, donc on est parti absolument de zéro. On n'avait rien, on devait avoir un vieil ordinateur. Donc nous, comment on a fait? On a cherché du mécénat, qu'on a eu la chance de trouver une entreprise qui nous a aidés. On a fait une campagne de crowdfunding sur Hello Asso. Je ne sais pas si vous connaissez pour les écoles associatives. Hello Asso, c'est vraiment très intéressant. C'est une plateforme qui aide les associations loi 1901 dans une série de services, dont la possibilité de faire du crowdfunding. Ils prennent aucun pourcentage et tout se fait très rapidement. Il y a d'autres services aussi du type le paiement par carte bleue pour les adhérents sans frais. Enfin, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Donc, on a fonctionné comme ça. On a la chance, entre guillemets, d'être une association, donc on achète en direct, donc on a cherché les tarifs les plus bas aussi. Hein. Voilà, donc c'est ce qui nous a permis de nous équiper. Puis après, la DRAC Rhône-Alpes qui nous a soutenus, effectivement, nous a donné un bon coup de pouce pour l'équipement. Maintenant, on n'a pas non plus un équipement nécessairement dernier cri, hein, et on n'a pas non plus un équipement qui est énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas été dans une logique de on équipe chaque enseignant, on a été dans une logique de on équipe la structure par rapport à des pratiques, en réfléchissant à ce dont on avait besoin et quel type de matériel pour quel type de pratique. Donc effectivement, les élèves qui viennent à l'école de musique et les enseignants, ils ont le matériel sur place. On est équipés de ce dont on a besoin. On a eu la chance d'avoir des partenariats aussi. Alors là, ça va être sur le volet plus objets connectés, etc. On a eu des dons, tout simplement. On a des partenaires sur les logiciels aussi, mais qui nous soutiennent parce qu'on apporte quelque chose en retour. Hein. Par contre, c'est pas... Voilà. Et ce qu'on demande aux familles, c'est d'avoir un accès à Internet à la maison, en fait. On ne leur demande pas un matériel spécifique. On ne les orientera pas sur le cyber-orchestra s'ils ne peuvent pas se connecter à Internet, parce qu'ils ne pourront pas avoir les ressources. Donc, ça n'aura aucun intérêt de participer à ce cursus. Alors que sur d'autres cursus plus traditionnels,
Bon, s'ils n'ont pas accès à Internet, ils vont se priver de certaines choses, mais ça ne changera pas l'essence de ce qu'on fait. Mais on ne leur demande pas un matériel, on leur demande d'avoir un point d'accès, donc que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur, etc. On est en réflexion pour certaines pratiques à un petit kit d'équipement minimum pour faciliter le travail quand même à la maison. Voilà. Mais effectivement, ça implique d'être équipé. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions pour s'équiper. C'est soit on le fait sur fonds propres, soit on fait appel à, comme nous on a fait, de la recherche, de mécénat, de subventions. Il y a certains départements, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat à ce sujet-là, il y a certains départements qui commencent à réfléchir à ça, notamment la Haute-Savoie, qui a débloqué, je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une enveloppe de 300 000 € sur 3 ans pour accompagner les structures, notamment dans l'équipement suite à la crise sanitaire. Je sais que le schéma métropolitain de Lyon inclut cette notion de numérique depuis déjà la version précédente. Je ne sais pas exactement dans quelle ligne exacte. Après, le schéma doit être disponible sur le site de la ville de Lyon. Mais voilà, ce n'est pas la majorité des départements et de toute façon, ça ne fera pas tout. Après, moi, dès que j'ai écrit ce livre, dedans, je militais déjà pour un plan numérique pour l'enseignement artistique parce qu'il y a une telle disparité sur le territoire que les collectivités territoriales directement ne pourront pas, et les structures elles-mêmes ne pourront pas tout absorber. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est peu encadré cette question-là. Ouais, merci. Je vous en prie. Alors, juste avant de laisser la parole à Magali, il y a effectivement des questions dans le chat de Nicolas Chapenoux, dans le Vaucluse, si je ne m'abuse, sur la formation principalement, parce qu'on vient d'évoquer du coup la question de la prise en compte du numérique dans les schémas départementaux. Et au moment où on va lancer une sorte de benchmark, de questionnaire flash au niveau des adhérents de la Fédé, justement en lien avec Magali Limous du Pas-de-Calais sur les enseignements artistiques. Je pense qu'on va essayer de sonder ça un peu plus précisément en appui de ce que vous venez de nous dire, du coup, Marie-Aline. Nicolas, sur la formation, est-ce que tu peux porter ta question, du coup, directement? Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis en charge de l'enseignement artistique pour le département du Vaucluse, effectivement. Et nous avons eu l'occasion de faire intervenir Marie-Aline Bayon également par le biais d'un webinaire qui a été suivi par une vingtaine d'écoles associatives ainsi que de quelques collectivités. Et effectivement, tout de suite s'est posé la question de la formation des professeurs pour pouvoir intégrer ces outils-là, parce qu'on a eu une palette de réactions absolument très large. Ça allait de l'incompréhension totale, c'est-à-dire de position qui était de rester sur un enseignement au maximum en présentiel. Et c'est vrai que le numérique, on ne voyait pas forcément la complémentarité. Donc, il y avait tout un travail vraiment de réflexion là-dessus qui était déjà engagé. Donc, ça, c'était un premier niveau. Et puis, un second niveau pour ceux qui étaient un petit peu plus convaincus, mais qui n'avaient pas forcément la formation, les outils. Et donc, du coup, voilà, ma question, c'est, Marie-Aline, au sein de votre structure, est-ce que vous proposez des formations en direction des professeurs, et je dirais même plus loin, en direction des directeurs aussi, qui sont parfois à convaincre, évidemment, de la pertinence de ces outils. Donc, qu'est-ce qu'il existe pour favoriser cette passerelle et amener à intégrer ce champ-là? Bien sûr, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, j'ai mis dans le chat le lien de Solar Music Lab. Donc, effectivement, on a tout un volet de formation pédagogique pour les enseignants, rangé sous différentes catégories. Donc, on accompagne, alors soit de manière intra, pour accompagner toute une équipe pédagogique, auquel cas, on fait un diagnostic des attentes et on construit un programme sur mesure, j'ai envie de dire, en fonction des besoins, des attentes. Soit on organise des formations en direct sur le mode inter, ouvert à toute la France, parce qu'on travaille en ligne, en fait. Et là, c'est sur des programmes ciblés. Donc là, vous avez tous les programmes sur le site Internet. Ça va pour une structure de comment, sur le plan administratif, je mets en place le RGPD dans mon école de musique ou je fais mon site Internet, à pour les enseignants, comment j'utilise un outil d'enregistrement, comment, en formation, là en ce moment, on a un programme qui se déroule en ce moment même pour les professeurs de formation musicale, ça s'appelle la formation musicale à l'ère du numérique. Donc, comment je mets en place toute une démarche
pour utiliser le numérique dans mon cours de FM. On a des choses plus spécifiques à la partition. Vraiment, on couvre en fait un petit peu tous les volets. Les programmes sont amenés à s'étoffer, sachant que soit on les adapte, soit on fait des formules modulaires en fonction des besoins. Voilà, c'est vraiment, nous, on souhaite pouvoir intervenir très largement pour former les enseignants sur les différents volets qui les intéressent. Après, moi, je suis en réflexion, mais ce n'est pas encore fait, sur une formation beaucoup plus large, on va dire école, établissement connecté, pour vraiment suivre une structure de A à Z qui veut faire sa transition digitale sur 1 ou 2 années avec des volumes de formation suivis. Ça, c'est des choses sur lesquelles moi, je travaille actuellement avec l'équipe. On aimerait viser peut-être une inscription au répertoire spécifique ou des choses comme ça, parce que les besoins sont réels et ils questionnent aussi la notion de certification sur la formation initiale des enseignants. Pour les directeurs, je les accompagne également sur un programme de conduite du changement. Alors, celui-là n'est pas sur le site internet. Je peux vous mettre le site, pour le coup, de mes interventions en direct. Qui est là, HTTP, voilà, et celui-là est sur mon site. Donc oui, on accompagne et on peut aussi être dans une démarche, moi directement, une démarche de conseil pour toute structure, collectivité territoriale, etc., qui se pose la question de la transition digitale de son territoire ou de son fonctionnement interne. Enfin, c'est pas un souci. Petite question de Magali Limous, du coup. Oui, merci. Alors, ce n'est pas tant une question qu'une réaction. D'ailleurs, merci à Nicolas d'avoir soulevé cette question-là par rapport au département. Et c'était aussi pour un partage d'expérience. Alors, heureuse ou malheureuse, peu importe, je vous en laisserai juge. On est là aussi pour échanger. Et j'ai vu, Xavier, que tu étais là, Xavier Windrechem, directeur du conservatoire du CRD d'Arras. Est-ce que tu es avec nous ou pas? Parce que je ne te vois pas et Je suis là, je suis là. Ouais. Du coup, si tu veux bien, Xavier, je vais revenir sur l'accompagnement du département et toi comme grand témoin et surtout grand partenaire aussi, parce qu'on s'est interrogé sur la question du numérique. En revanche, on s'est vraiment interrogé sur des aspects très spécifiques, sur du projet. C'est pas une démarche qu'on a étendue à l'ensemble du département. Alors, on s'est engagé avec les CRD sur une réflexion autour de la mise en place de cours de MAO, notamment au sein des CRD. Nous, on a 4 CRD sur le territoire départemental, un CRC aussi. Donc, on a plutôt accompagné dans un premier temps les établissements classés pour des questions de moyens, de disponibilité, etc., avec un intervenant qui était un intervenant du département. Je vais être très trivial, mais pris en charge par le département du Pas-de-Calais, donc sur du fonctionnement. Ça a été une première tentative. Après, on est intervenu sur la question du numérique à 2 niveaux, à 2 endroits. L'un était vraiment sur des contenus pédagogiques et sur des expérimentations aussi sur le développement de la MAO, essentiellement dans les établissements d'enseignement artistique. On s'est très vite confronté à des problématiques qui étaient celles des logiciels libres, de droit ou non. Avec Valérie Girbal aussi, qui est du côté de l'ESMD, que j'ai vu aussi le nom. On s'y est un peu confronté parce que c'était une des interventions proposées par l'École supérieure de musique et danse. Mais c'est vrai que la question du logiciel et des outils numériques qui sont mis à disposition dans des établissements publics, en l'occurrence, pose vite problème. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose le deuxième endroit sur lequel on est intervenu, c'est avec justement Xavier Windrechem. Donc, du coup, Xavier, tu compléteras si tu veux bien, sur de l'accompagnement financier du département, sur des projets de développement numérique, mais là, sur le volet gestion administrative des établissements. Parce qu'on était sur un territoire, c'était le projet proposé par Xavier en l'occurrence, de s'interroger sur la question aussi de faciliter la mobilité des élèves sur un territoire où il y a un territoire central qui est celui d'Arras, qui est plutôt urbain, et dans un territoire qui est pour le coup plutôt urbain, rural, avec des établissements qui ont différentes modalités, en tout cas qui avaient différentes modalités de fonctionnement, mais où la question de la mobilité des enseignants, certes, et des élèves se posait aussi. Alors, on a accompagné la démarche, mais pareil, ça a soulevé on a vu que ça a soulevé quand même quelques problématiques. Xavier, je te laisse rebondir là-dessus si tu veux bien, mais...
Oui, merci Magali. Bonjour à tous. Donc effectivement, sur ce projet spécifique, c'était l'idée d'avoir un logiciel de gestion administrative commun à l'ensemble des établissements qui sont associés au conservatoire, donc 3 écoles de musique plus le conservatoire. Pour ne pas nommer, c'est le logiciel IMUSE, alors qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui permet d'avoir une base de données commune et de pouvoir travailler sur cette base de données commune. Évidemment, au départ, l'idée est bonne. Maintenant, c'est sûr que la problématique est la taille de la structure. Le conservatoire, lui, il utilise IMUS depuis déjà pas mal d'années et on est évidemment, je dirais, logiquement très performant sur ce logiciel-là et on l'utilise quasiment à 100%. La difficulté étant de son appropriation par des structures beaucoup plus petites, en l'occurrence une école de musique à 80 élèves et qui ne travaille pas à travers ce logiciel pour les paiements en ligne et autres du genre. Donc voilà, c'est toute la difficulté qu'on rencontre et qu'on a rencontrée, alors qui plus est avec la période Covid, que je ne décris plus à personne, mais qui a fait qu'on s'est tous un peu retrouvés chez nous et un peu séparés. Donc l'idée reste de travailler sur ce projet-là. L'idée reste de mettre en place et de développer finalement cette base commune, certes au niveau des élèves, mais aussi au niveau du parc instrumental et pourquoi pas dans le futur sur les bases financières même de fonctionnement de paiement. Mais bon, après, on a, nous, cette problématique, au contraire de vous, la Maillon, c'est que nous sommes en établissement public, régi évidemment par des municipalités qui sont différentes, qui peuvent avoir des bords politiques différents, et ça ne facilite évidemment pas dans le fonctionnement dans ce cadre-là, ou tout au moins parfois ça met des freins là où on n'attendait pas à les voir, quoi. Donc voilà, c'est une problématique qui est toujours présente, mais en tout cas c'est un mouvement qui est important, qu'on a mis en place et qu'on souhaite encore de développer. Du coup, on le voit que l'outil numérique, je me permets de rebondir, on voit que l'outil numérique, pour nous, en tout cas au sein du schéma, il a ces deux aspects-là, d'un point de vue très pédagogique et d'un point de vue administratif. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça soulève vraiment les questions de l'utilisation et de l'appropriation. Et ça rejoint sur la question de la formation aussi des directions et des équipes en place sur la capacité à s'approprier ces outils, quels qu'ils soient, que ce soit sur des questions de partition, sur des questions de justement musique, de MAO, etc. On a essayé de l'aborder, de l'approcher par le biais de l'École supérieure de musique et danse. On a essayé avec le CNFPT et on se confronte quand même très, très vite à des logiques, dès lors qu'on est en collectivité, on se confronte très, très vite à des logiques de marché public, à des logiques de prestataires, etc. Et je pense en tout cas, on réfléchit, une des solutions pour nous, c'est vraiment de permettre ce lien, de faire croiser ce lien, parce que nous, l'école supérieure est pour le coup associative et c'est très facilitant pour le département. On ne va pas se le cacher, on peut se le dire, c'est très facilitant, mais tout en gardant aussi ce volet formation inclus dans le catalogue du CNFPT, etc. Et je ne sais pas, Marie-Aline, si vous intervenez, si vous êtes intégrée au catalogue du CNFPT, etc., ou si... je vous laisse répondre peut-être. J'aimerais beaucoup que Solar Music Lab soit intégré au catalogue du CNFPT. Pour tout vous dire, ça fait plusieurs mois que j'essaye de développer des liens avec toutes les antennes du CNFPT, mais c'est pour l'instant mission impossible, puisque je n'arrive pas à avoir un interlocuteur tangible, que soit on me dit que c'est des questions de marché public, donc je suis abonnée à toutes les offres de marché public, j'en ai vu passer une en un an qui ne concerne pas le numérique, ou alors on nous demande d'être des intervenants directs pour le CNFPT, sauf que nous, on est en organisme certifié Calliope, on a toutes les prérogatives pour intervenir. Je suis déjà intervenue, moi, de cette manière-là aussi pour le CNFPT par le passé, et ce n'est pas du tout pour casser le CNFPT, mais effectivement, il y a un gros besoin d'actualisation du contenu des programmes numériques pour le secteur de l'enseignement artistique, parce qu'à part peut-être un programme sur un logiciel d'édition, il n'y a rien d'autre. Donc moi, mon souhait, c'est effectivement de développer des liens et de faire entrer au moins certaines de nos formations ou d'en co-construire ensemble sur leur catalogue national, d'autant qu'on a cette spécificité d'intervention en ligne où on a cette maîtrise-là et on peut intervenir pour toute la France et tous les agents de France, du coup, donc ce qui maximise l'intérêt de la montée en compétences. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'interlocuteur et ceci s'ajoute au fait que le CNFPT, ces 2-3 dernières années, n'a eu que de cesse de faire des modifications internes avec des changements d'interlocuteurs, justement, qui sont assez complexes. Par contre,
si vous avez le contact peut-être par rapport au Pas-de-Calais, on peut prendre un temps et échanger ensemble pour essayer de créer ce lien et imaginer peut-être un accompagnement pour les agents de ce territoire. Hein. Nous, on ne demande que ça. Hein. Je programmerai très certainement un temps, on prendra un temps avec la conseillère qui est Cécile Comment, CNFPT, qui a malheureusement finalement pas pu se joindre à nous ce matin. Mais je pense que ça peut être intéressant. On en rediscutera avec les collègues qui sont là, avec les pastilles que je vois et les noms. On reprendra un temps d'échange. En tout cas, pour reboucler sur cette question de formation, sur le lien que je vous ai donné, vous avez une page programme où vous avez l'intégralité de ce qu'on propose et il y a de nouvelles choses qui vont arriver aussi. Merci. Alors, je vais reprendre mon bâton de Monsieur Loyal, n'est-ce pas, puisqu'il est 11h17 et que du coup, on va redonner la parole à Marie-Aline pour nous présenter le réseau ArtConnect qui clôturera du coup cette séquence de webinaire. Il y a des réactions dans le chat là sur les logiciels, vous pouvez en prendre connaissance de la part de Émilie Langlois, que je salue dans le département de Haute-Loire, la réaction aussi d'Éric Cadet sur la partie logicielle. Je reviendrai par la suite pour la question de la poursuite des échanges, si vous le souhaitez, en dehors de ce webinaire. Et avant toute chose, je laisse la parole à Marie-Aline pour nous présenter le réseau ArtConnect. Merci Cédric. Juste avant de présenter le réseau, je vous ai mis dans le chat le lien donc, des ressources du webinaire, hein, qui sont donc sous forme de Padlet. Vous retrouvez différents éléments que j'ai partagés, des ressources qui complètent. Et puis, vous avez du coup des vidéos sur ce qu'on a pu faire, donc notamment l'expérimentation dont je vous parlais tout à l'heure, les témoignages des élèves, hein, qui sont des choses que j'ai fléchées pour vous y accéder directement, mais sur le site de l'école de musique connectée, vous aurez de toute façon l'intégralité de ce que vous pouvez trouver par rapport à tout ce qu'on a pu faire. Donc, le réseau ArtConnect, donc réseau des conservatoires et écoles de musique connectées, qui est donc la partie qu'on développe actuellement le plus, qui était le troisième axe de notre projet. D'où est-ce que vient ce réseau? Eh bien, les mêmes constats que ce qu'on a pu faire avec l'utilisation générale du numérique dans les écoles, c'est que les professionnels, au sens large du terme, sont un peu démunis, on manque de formation, on manque d'idées aussi pédagogiques pour utiliser le numérique. Donc, on a un gros retard qui a été mis en exergue par la crise sanitaire et un besoin d'accompagnement puisque l'institution ne nous accompagne pas généralement sur cette question. Le schéma national n'a pas un mot sur le numérique et les structures sont relativement isolées par rapport à cette question. Si on avait mis en place le site de l'école de musique connectée à la base aussi, c'était pour pouvoir témoigner de ce qu'on faisait, pour, permettre aux uns et aux autres d'avoir des ressources, des éléments qui étaient là, qui étaient existants, parce que les structures communiquent peu, en fin de compte, dessus. Et puis, dans l'idée du réseau, c'était de proposer des ressources justement dédiées, d'accompagner sur la réflexion pédagogique, donc d'aider les structures concrètement à co-construire quelque chose ensemble. On a eu différentes étapes. Hein. Fin 2019, moi j'ai commencé à prendre des contacts en Auvergne-Rhône-Alpes. On a échangé avec 30 structures durant la crise sanitaire de janvier à mai 2020. Et puis, en juin, sur ces 30 structures, eh bien, il y en a 10 qui ont dit « Ok, allons-y, essayons de concrétiser quelque chose ». Et on est parti sur un groupe de travail qui a débuté en septembre 2021 avec différentes expérimentations au sein de leur structure. Donc, on avait déjà des partenaires qui avaient mis à disposition les outils pour que les uns et les autres puissent se tester. Alors, ça n'a pas forcément été facile parce que la crise sanitaire a perduré. Donc, on voulait notamment pas mal tester l'enseignement mixte. Bon, dans un contexte de confinement, c'était quand même pas évident, ça dénaturait un petit peu les choses, mais voilà, pas mal d'enseignants ont commencé à travailler avec. On a 3 temps forts qui sont sur le site du réseau. Donc, une première table ronde d'échange à l'initiative de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes en février 2021, une présentation publique du réseau en mai 2021, et puis en juin 2021, les enseignants qui ont eu la parole et qui ont pu montrer ce qu'ils avaient fait avec le numérique, on a pu échanger largement. À la rentrée scolaire dernière, on a lancé officiellement
le réseau, donc avec un mécanisme d'adhésion, souscription. On a fait tout un travail de communication sur justement le réseau, un site internet qui comporte pas mal de ressources maintenant. Art Connect pour artistique et Connect pour conservatoire et école de musique connectée. En janvier dernier, on a permis aux enseignants aussi d'adhérer directement, qui puissent participer à la vie du réseau aussi. Et puis, sur cette année 2022, on a un projet de plateforme dédiée pour concrétiser un peu les ressources et les échanges de manière plus optimum. Donc, on a répondu à différents appels à projets, dont un du ministère de la Culture qui s'appelle Services numériques innovants. Donc, on a pris comme mission, à travers ce réseau, de faciliter le développement des usages numériques, c'est-à-dire d'aider les structures à réfléchir sur c'est quoi leur vision du numérique, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et ensemble de co-construire une culture commune, des ressources, d'être plus facilement en relation ensemble et d'avancer plus largement sur cette question du numérique. Alors, 4 grandes fonctions, la première étant la recherche, l'idée de mettre des professionnels en situation d'expérimentation sur le territoire et de documenter ce qui est fait pour montrer, voir qu'est-ce que ça peut être d'utiliser le numérique dans un conservatoire, dans une école, quelles sont les problématiques, etc. La deuxième fonction, c'est la ressource, donc créer des ressources par et pour les professionnels, puisqu'on trouve beaucoup de choses sur le numérique, mais souvent c'est quand même décontextualisé, donc c'est difficile de raccrocher ça à un contexte de cours quand on n'a pas beaucoup de moyens ou que ça ne correspond pas au contexte dans lequel on évolue, et du coup de fournir ces ressources aux membres de notre réseau. La troisième fonction, c'est l'accompagnement, essayer de créer des projets sur le territoire, favoriser l'expérimentation, la mise en relation et aussi essayer de soutenir ce qu'on va appeler la formation de pair à pair parce qu'il y a des compétences et des connaissances dans toutes les structures, donc c'est d'identifier des personnes qui vont pouvoir contribuer à aider les autres aussi à ce niveau-là. Et puis la dernière fonction, et pas la moindre, c'est l'idée de la représentation professionnelle, donc d'être le réseau identifié sur cette question, pour pouvoir à la fois sensibiliser les pouvoirs publics à cette question, informer sur la question du numérique et accompagner là où ils n'accompagnent pas. Et puis, être aussi force de proposition par rapport au secteur de l'innovation. Donc, on a une forte notion de partenariat. On a différents partenaires innovation qui proposent différents avantages pour les membres du réseau afin de faciliter la découverte, l'accès aux outils numériques. Donc, dans le réseau, on se réunit beaucoup en ligne. Il y a des espaces d'échange, de réflexion, avec un groupe de travail pour les chefs d'établissement, un groupe de travail pour les enseignants qu'on souhaite développer en tant vraiment que communauté de pratique. On organise des événements régulièrement. On a mené plusieurs webinaires cette année pour faire découvrir des outils. Le dernier était l'avant-dernier était mardi dernier sur un outil de déchiffrage à vue qui s'appelle SiteHall, le prochain étant en mai. Et puis, on a déjà commencé à concrétiser des ressources et permettre l'accès à différents outils à des tarifs, on va dire, entre guillemets, avantageux. Donc, on est essentiellement structuré sur Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. On a 16 établissements en Auvergne-Rhône-Alpes, un en centre Val-de-Loire, un en région parisienne. Et puis, on a quelques enseignants ailleurs qui adhèrent sur une base individuelle. Donc, l'adhésion pour les établissements se fait sous la base d'une convention. On prend des engagements, l'école de musique de Soleure sur la gestion du réseau, et puis l'établissement prend l'engagement de participer d'une manière ou d'une autre. Adhésion basée sur l'année N-, vous avez tous les éléments sur le site internet. Et pour les enseignants, c'est une adhésion, on va dire, très modique, puisqu'elle est fixée à 10 € comme adhésion annuelle. Et déjà, rien qu'avec ça, par rapport à ceux qui ont accès, c'est vraiment très intéressant. Et donc, comme je vous le disais, un projet de plateforme qui ferait figurer une partie publique avec des ressources générales sur le numérique pour l'enseignement artistique. Et on le souhaite aussi une cartographie des établissements d'enseignement artistique au niveau national, parce que cette cartographie n'existe pas. Il y a des, on va dire, cartographies entre guillemets partielles, mais on ne sait pas aujourd'hui exactement combien d'établissements sont sur le territoire français pour l'enseignement artistique. Et puis une partie pour les adhérents avec tout le contenu, la communauté de pratique, etc. Donc,
Merci beaucoup à la Fédération Art Vivant de m'avoir permis de présenter cette démarche. Le QR code, si vous avez envie, vous pouvez le flasher, vous avez accès directement au Padlet. Et puis, moi, je suis bien sûr à votre disposition, peut-être pour des dernières questions ou d'autres échanges ultérieurs. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Aline, pour cette présentation de grande qualité. Et du coup, il nous reste 4 minutes pour 2-3 questions qui resteraient, enfin une ou deux, soyons pas si ambitieux. Est-ce que ça appelle une réaction de votre part, ce réseau Connect? Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ça? Le fameux blanc des visios. On le connaît maintenant, on n'a plus peur. Très bien. Écoutez, je pense que du coup, on va finir à l'heure. 2 choses à dire de mon côté, enfin 3. Content que la question du CNFPT ait été posée tout à l'heure. Enfin, effectivement, nous, en tant que fédération, on essaye, on organise de formation aussi et on essaye de travailler un peu mieux ou un peu plus avec le CNFPT. Pas facile, hein, mais bon, je pense qu'il y a des cas d'école et des expérimentations un peu à la manière de ce que vous avez fait, Marie-Aline. Il faut créer des cas d'école avec le CNFPT pour montrer qu'effectivement, le rapprochement entre des organismes de formation experts sur des questions bien ciblées et non encore pourvues par le catalogue du CNFPT sont vertueuses pour les professionnels qui sont sur le terrain, dans les collectivités principalement. Donc ça, c'était un sujet sur lequel je souhaitais insister parce que nous le vivons aussi de notre côté à la fédération. L'autre sujet, c'est de dire aussi qu'on va organiser 2 prochains webinaires dans le cadre de la démarche que nous accompagnons auprès du département du Pas-de-Calais. On va envoyer prochainement un questionnaire flash en 5-6 questions maxi pour repérer des cas d'école inspirants qu'on souhaiterait partager avec du coup les acteurs du Pas-de-Calais, mais aussi avec les adhérents de la Fédé. Donc, vous serez probablement destinataire de ce questionnaire très rapide dans mes prochains jours. Et puis ensuite, vous dire que la fédération a changé un peu sa modalité d'animation du réseau, c'est-à-dire qu'on fonctionne effectivement sur un principe de communauté de pratique. Donc, l'enjeu, en fait, c'est de se dire que si vous avez envie de poursuivre la discussion avec celles et ceux qui sont réunis autour de ces vignettes aujourd'hui, il y a juste une façon de faire, c'est Allo Fédé, et nous, on se charge du reste pour vous connecter et faire en sorte de porter votre question au réseau et faire en sorte que vous puissiez vous retrouver et échanger et être plus forts ensemble. Voilà ce que je voulais dire pour conclure ce webinaire. Écoutez, Magali, peut-être un mot de conclusion, puisque c'est grâce à toi aussi qu'on organise ce webinaire aujourd'hui. Non, rien de. On arrive à l'heure fatidique, donc je vais essayer de rester au timing. Juste merci effectivement pour l'intervention. Pour les acteurs de mon territoire ou extraterritorial, pourquoi pas aussi, mais en tout cas, je reste disponible pour qu'on rediscute de ces questions numériques. Si ça fait sens pour vous, si ça pose question sur vos territoires, le schéma et en l'occurrence, je suis là pour essayer de trouver des réponses, qu'on arrive à trouver des réponses ensemble. La démarche avec le Lucas serait l'occasion aussi d'en rediscuter et de soulever peut-être ce genre de problématique aussi. Voilà. Et puis pour les collègues d'autres départements, au plaisir d'en rediscuter plus précisément et d'échanger sur les problématiques qui sont nombreuses sur ces questions-là. Super, écoutez, merci beaucoup Marie-Aline pour la qualité de la présentation. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne journée du coup et un bon appétit. À très bientôt. Merci.